Zaporozhye, and any other disputed oblasts. It's not rocket science. Let the local people decide whether they want to stay part of the Ukraine ruled by the disciples of Stefan Bandera in Kiev, or become part of the Russian Federation. Sabari et tout autre oblast contesté. Ce n'est pas de la science spatiale. Laissez les populations locales décider si elles veulent rester une partie de l'Ukraine dirigée par les disciples de Stepan Bandera à Kiev, ou bien devenir une partie de la Fédération de Russie. Eh bien, bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 septembre 2025. Et j'ai décidé de vous donner une sorte de récapitulatif, si vous voulez, ou encore une mise à jour du week-end, même si ce terme est sûrement déjà déposé par Saturday Night Live. Mais bon, il s'agit bel et bien d'une mise à jour du week-end, et les événements s'enchaînent sans aucun arrêt. L'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux. Nous la vivons, en fait. Et ce que vous voyez au début, évidemment, c'est, comme ils l'ont décrit, des dizaines de milliers de personnes à Londres. J'ai regardé la version plus longue du Guardian. Oui, le Guardian m'a surpris. Ils ont agi comme tout journal normal devrait le faire. Ils ont fait voler un drone au-dessus de cette foule. Et c'était pas des dizaines de milliers, mais bien plusieurs. Centaines de milliers de Londoniens qui sont sortis. Eh bien, devinez quoi? Cela a été immédiatement présenté comme une espèce de rassemblement fasciste, une horreur. Mais en réalité, c'était simplement la réaction normale du peuple face à son pays, face à sa nation, qui est subvertie, abusée par des élites corrompues et criminelles, dites élites. Voilà la réaction. Il en va de même pour quelqu'un que je respecte profondément, même si je ne suis pas d'accord avec toutes ces prises de position. Roger Waters, le génie derrière Pink Floyd, avec d'autres évidemment comme David Gilmour. Mais lui, Roger Waters, est resté constant. Il incarne l'ancienne gauche européenne, la gauche classique, celle qui a disparu. Il n'existe plus réellement de parti de gauche en Europe et encore moins aux États-Unis. Tout ce qui se revendique de gauche aujourd'hui n'en est pas. C'est du néolibéralisme. Roger Waters est un représentant de cette vieille gauche européenne. Et quand il parle avec le cœur et parfois avec une compréhension assez juste de ce qui se passe autour de nous. Évidemment, il y avait aussi cette foule près de la porte de Brandebourg, à Berlin, protestant contre l'implication de l'Allemagne dans le soutien au régime nazi. Que puis-je dire? C'était pas aussi impressionnant que ce qui s'est passé à Londres. Et bien sûr, il faut comprendre que il existe toutes sortes de gens qui s'autoproclament antifascistes. Mais ce ne sont pas de véritables antifascistes. Cela n'a rien à voir avec le vrai. Antifascisme. Je pourrais entrer dans les détails des idéologies et des principes sur lesquels ces mouvements prétendent reposer, mais ce n'est pas mon intention pour l'instant. Je peux seulement dire une chose. Antifa, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est pas de l'antifascisme. C'est une bande d'imbéciles, de jeunes, grassement payés par toutes sortes d'organisations comme la Fondation Soros pour la démocratie et d'autres encore, y compris des services de renseignement. Et cela n'a rien à voir avec la gauche. Leur mission est de semer le désordre, de précipiter la ruine de l'Europe, par exemple dans ce cas précis. Le fait que les Britanniques et d'ailleurs de nombreux Européens soient venus manifester, non pas contre quelque chose, mais pour la survie de leur nation, eh bien, je les applaudis. C'est formidable. Ils scandaient même le nom de Charlie Kirk, à juste titre, surtout compte tenu de l'évolution de sa position vis-à-vis d'Israël. Que puis-je dire? C'est un indicateur. Est-ce que cela mènera à quelque chose? J'en doute. Les gouvernements européens et britanniques sont totalement corrompus. Ils sont soutenus par ce qu'on appelle les forces de l'ordre, mais qui n'en sont pas vraiment. Ce sont des exécutants
des politiques suicidaires, qu'elles soient culturelles, démographiques ou autres, le message reste tout de même bon pour le Royaume-Uni ou pour l'Allemagne. Plutôt que de ruiner davantage leurs économies déjà en faillite et d'imposer une immigration complètement contraire à la culture européenne, il ferait mieux de s'occuper de leurs problèmes internes, au lieu de prétendre qu'ils comptent encore sur la scène internationale, ce qui n'est pas le cas. Cependant, il y a un autre exemple, et il en existe beaucoup comme celui-là en Europe surtout, en Europe de l'Ouest. Maria Zakharova a dû s'exprimer et c'était pas vraiment une accusation, mais plutôt une évidence. Elle a dénoncé le Danemark qui sponsorise le terrorisme ukrainien. Oui, ceux qui croient encore que le régime de Kiev est en quelque sorte légitime et non terroriste, je leur vends un pont. Encore une fois, c'est une question de morale, d'éthique, et ces notions n'existent plus en Occident. Maria Zakharova a déclaré que, en accueillant la production de carburant pour missiles ukrainiens, Copenhague sapait les efforts visant à résoudre le conflit. Moscou a affirmé que les Danois montraient leur hostilité envers la Russie en acceptant d'héberger un site de production d'armes pour l'armée ukrainienne. Elle en a parlé lors d'un point de presse vendredi. Elle a expliqué que cette production de carburant était destinée à cette vache volante ridicule appelée Flamingo. Mais il n'y aura jamais aucune possibilité de l'assembler, car les Russes ont bombardé ces sites industriels jusqu'à les réduire en cendres. Cela prouve simplement que quelque chose est pourri au royaume du Danemark. Et elle a parfaitement raison. Ces pays, dont les économies sont au bord de l'effondrement total, continuent pourtant à prétendre qu'ils ont un rôle à jouer. Mais en réalité, ils sont dirigés par des mondialistes, contrôlés à la fois depuis Washington et Bruxelles. Ces dirigeants n'ont de loyauté envers personne. Ils traitent les peuples d'Europe comme de la masse, du bétail. Mais certains Européens, qui ne sont pas totalement lobotomisés, continuent de résister. C'est un signe positif. C'est ce que l'on a vu à Londres. Ces gens ne veulent pas vivre comme on leur impose de le faire. Ils rejettent toutes ces lubies de la wokeness. Toutes ces complaintes sur la haine et le fascisme, balivernes. Ces imbéciles à Bruxelles ou ailleurs ne comprennent pas que les vrais fascistes, ce sont eux. Antifa est une organisation fasciste, simplement recouverte d'un vernis pseudo-libéral et d'idéologie suicidaire et meurtrière comme le multiculturalisme et la wokeness. Alors, bien sûr, la civilisation occidentale a ses torts. Beaucoup ne comprennent pas que lorsque je parle de civilisation occidentale, je parle de la situation actuelle. Est-ce que la civilisation occidentale a commis des crimes? Absolument. Regardez, mais encore une fois, c'est comme beaucoup de gens me disent « Oh mon Dieu, regardez ça ». Eh bien, oui, ces civilisations mésoaméricaines, les conquistadors sont arrivés et ils les ont simplement détruites. Eh bien, devinez quoi? Beaucoup oublient en fait le chef-d'œuvre de Mel Gibson, Apocalypto, parle de cela, ces civilisations étaient en guerre, elles se tuaient les unes les autres sans arrêt depuis des siècles en commettant des atrocités qui, oh mon Dieu, la seule différence avec la civilisation occidentale qui bien sûr a exploité le monde, c'est qu'elle est simplement devenue plus forte grâce à toutes sortes de raisonnements rationnels et au développement de choses que ces civilisations, si elles les avaient eues, auraient fait exactement la même chose. Je parle ici des armes et des moyens de ce qu'on appelait les grandes découvertes géographiques, lorsque, évidemment, la civilisation occidentale a pris la mer vers toutes sortes d'autres mondes et les a conquis. Que puis-je dire? C'est ainsi. Et ceux qui continuent de défendre l'idée que, en tant qu'espèce, nous serions en marche vers une sorte de PMEC, vous savez, comme tous ces hippies prêts à coopérer à tous les niveaux, eh bien, je vous vends un pont. Nous sommes une espèce violente. C'est biologique, en nous. Et avant que nous ne devenions pleinement humains, au vrai sens de ce mot, il faudra beaucoup de temps. Cela passera en quelque sorte par les idéologies politiques et économiques, par
la structure sociale de la société jusqu'à ce que nous parvenions à réprimer ce que l'on appelle, ce que Einstein et Freud appelaient l'instinct de combativité, et que, puis-je dire, cela prendra sûrement beaucoup de temps. La civilisation fait partie de ce processus, la religion aussi d'ailleurs, et le christianisme, malgré tous ses défauts, a en quelque sorte commencé à modérer cet instinct. C'est une longue histoire, une longue discussion. Mais, comme je l'ai déjà dit, en tant qu'homme qui fait ce que je fais, ce qui signifie étudier la guerre, en parler et écrire à ce sujet, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point cet instinct de combativité est important chez les gens et comment il nous pousse vers la violence. Mais ça n'arrivera pas en fait, c'est ce que veulent les mondialistes. Ils veulent des Élois. Vous vous souvenez de ces créatures dans La Machine à explorer le temps de H.G. Wells. Les Élois étaient absolument infantiles, à la peau claire, ne mangeaient que des fruits, vivaient au milieu des ruines des bâtiments, incapables de se défendre. Les Morlocks sortaient la nuit, les attrapaient, leur donnaient une raclée et les dévoraient. Voilà ce que veulent les mondialistes. Une masse grise de consommateurs qui se satisferait d'une augmentation de 25 grammes de chocolat, si vous voyez à quoi je fais référence. Évidemment, je fais référence à 1904-24 d'Orwell, et c'est ce qui est en train de se produire. Beaucoup de gens commencent à se réveiller. Certains restent encore aveuglés, ce qui est naturel. Ne vous y trompez pas. D'autres rationalisent les choses en se disant « oui, je n'ai pas besoin de m'impliquer ». Certains sortent et essaient de faire entendre leur voix. Et si vous regardez attentivement les sondages des gouvernements européens, oh mon Dieu, parfois ils sont dans les chiffres à un seul chiffre. Mais encore une fois, l'Europe est aussi coupable de cela. Les électeurs ont voté pour. Mais voilà, nous avons Roger Waters, The Wall, avec des signes de vie, donc nous verrons où tout cela mène. Mais il est évident qu'il y aura toutes sortes de répressions couvertes, encore une fois, par ces gouvernements. Et quand vous regardez par exemple Keir Starmer et le professeur Jeffrey Sachs, lorsqu'il a été décoré par l'ordre de la France, et qu'il a parlé à Monsieur Macron, Jeffrey Sachs a révélé que Macron blâmait en privé l'OTAN pour ce qui se passe. Eh bien, trop tard, mes amis. Vous savez ce qu'on dit, une fois que la serre de l'oiseau est dans le marais, tout l'oiseau s'y enfonce. Et donc, si nous regardons maintenant ce qui se passe réellement, voilà. Voici le bilan d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir vous-même. C'est constant, à peu près le même, chaque jour. Voici celui d'hier. Oui, ça fluctue un peu en bas, un peu en haut, mais c'est autour de 1400 Ukrainiens tués par jour. Et je ne vais pas vous dire autre chose, vous pouvez le constater vous-même. Ceci provient de l'entraînement de l'armée ukrainienne. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas un entraînement, c'est du n'importe quoi. Voilà ce que les soi-disant conseillers de l'OTAN essaient de produire la Pomba. Comme vous le voyez, des hommes de 60 ans, légèrement plus jeunes que moi, probablement 58, je sais pas. Ils essaient de présenter cela comme une préparation au combat. Non, ça ne l'est pas. Ils crient, ils hurlent. Cela n'a aucune valeur militaire réelle. Mais voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'armée ukrainienne. Et si vous regardez du côté de Kupiansk, voilà ce qui s'y passe. Une nouvelle répétition de ce qu'on appelle une opération pipe. Et en réalité, Kupiansk est maintenant contrôlé. Ces cartes datent d'hier, mais encore une fois, je veux souligner que toutes ces cartes et ces données ont plusieurs jours de retard sur la situation réelle. Déjà avant-hier, on savait que plus de 50% de Kupiansk était contrôlé par les forces armées russes. Et Kupiansk est une ville très importante. En réalité, avec un immense nœud de transport, et je veux vous rappeler ce que signifie NUIPI. Cela signifie que les forces armées ukrainiennes ont tenté une contre-attaque de nuit, se sont retrouvées prises dans des échanges de tirs, puis encerclées et anéanties. Voilà ce que c'est. En gros, les Russes ont répété l'opération Pipe. Voilà les gars en train de faire ce que les Russes savent extrêmement bien.
faire. Et ils le font pas uniquement par des pipelines, ils le font aussi par des tunnels souterrains qu'ils creusent. L'ingénierie, en gros, la partie génie militaire de l'armée russe est incroyable. C'était par exemple Sourovikine, la fameuse ligne Sourovikine, qu'on appelle ainsi à tort, qui a arrêté la contre-offensive de 2023. Ils l'ont même jamais atteinte. Mais si, d'une manière ou d'une autre, ils l'avaient atteinte, eh bien, à ce moment-là, déjà, les types de l'OTAN, vous savez, tous ces Britanniques, avaient fait tuer plus de 160 000 soldats ukrainiens. Voilà qui vous en dit long sur le niveau professionnel, ou plutôt l'absence totale de professionnalisme en matière de planification opérationnelle chez ces gens. Mais ça, c'est du génie militaire. C'est ce que font les Russes. Et considérer le fait comme on le souligne depuis longtemps que, particulièrement à l'époque soviétique, et en partie aussi, durant les années post-soviétiques ukrainiennes, ces zones sont absolument bourrées de communications souterraines, de canalisations, de tunnels, de mines, de toutes sortes, d'ouvrages. Et c'est une très bonne illustration de la manière dont ils procèdent, la longueur de ce conduit, 4 km. Ce conduit comportait en fait des niches pour que les gars puissent se reposer, tout le nécessaire, l'oxygène et tout le reste étaient fournis, et eh bien ils sortent essentiellement derrière les lignes, et voilà, ils commencent, qui restent là, retirent leurs forces de Kupiansk. Ensuite, nous avons bien sûr la situation non seulement à Kupiansk, mais ailleurs aussi. Il faut comprendre que, par exemple, comme vous pouvez le constater vous-même, c'est ce que font les Russes, et cela n'est pas du tout reflété par les médias occidentaux qui tout simplement ne rapportent pas la vérité. Ils mentent tout le temps. Et voici comment l'un des marins russes, je crois, l'explique. Il laisse le GUR, le service principal de renseignement militaire ukrainien, s'infiltrer dans la zone opérationnelle, tactique plutôt, et il n'attaque pas, délibérément. Il les laisse s'engouffrer, les accumuler, puis les annihile. Voilà la tactique que, manifestement, ces types de l'OTAN ne comprennent toujours pas. Si on regarde attentivement le niveau professionnel de ceux qui ont planifié pour les forces armées ukrainiennes, ils sont absolument sans imagination. Tactiquement, ils sont rigides parce qu'ils savent pas. Ils suivent ce manuel, vous savez, les manuels de campagne, personne ne dit qu'ils ne doivent pas être utilisés. Bien sûr qu'ils doivent l'être. Ce sont les bases de l'action tactique et opérationnelle. Quand on parle du niveau opérationnel, des manuels et instructions qui sont hautement classifiés, évidemment, mais même aujourd'hui, ces données ont fuité dans les médias russes, et je pense que ce sont des données correctes, puisqu'on y lit que l'efficacité des drones du côté ukrainien est tombée entre 2 et 4%. Qu'est-ce que ça signifie? Seulement 2 drones sur 100 lancés atteignent un objectif sur le plan tactique. Le reste est gaspillé, mis hors service, etc. L'efficacité russe des drones, selon les drones FPV qui utilisent des fibres optiques, est d'environ 50%. C'est substantiel. Et bien sûr, les simples drones radiocommandés de type API se situent autour de 25%. D'une manière ou d'une autre, c'est 10 fois supérieur à celle des Ukrainiens. Cette tendance va se poursuivre. Et vous savez quoi, Monsieur Trump, il dit oh oui, il veut imposer des sanctions. Il parle de l'OTAN et de mettre fin à cette guerre ridicule, tout en majuscule, que puis-je dire, s'ils veulent imposer des sanctions, qu'ils les imposent, les Russes s'en fichent. Et déjà, il y a eu de nombreux messages d'Inde indiquant aux États-Unis d'aller se faire voir. C'est tout ce qu'ils ont. Il leur reste rien. Et surtout avec M. Silvanov, le ministre des Finances de la Russie, qui confirme qu'il n'y a pas de chambre de compensation mise en place. Et évidemment, la Banque de la coopération de Shanghai est là. C'est tout. Ils peuvent rien y faire, quoi qu'ils fassent. Peu importe les tentatives de chantage, ils n'ont rien. Je parle des mondialistes, des porte-paroles de l'OTAN et de tout l'establishment à Washington, ils n'ont rien. Les États-Unis sont incapables de mener une vraie guerre. Ce n'ont jamais vraiment été. En fait, mais maintenant c'est devenu si évident.
Que peuvent-ils faire d'autre? Sabotage, actes terroristes, comme les Britanniques aiment en faire. Il y a eu, en fait, du minage de voies ferrées en Russie. Ils s'en fichent. Ils tueront des civils, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas de puissance militaire réelle. Ils jouent la comédie. Alors pourquoi ne pas recourir aux actes terroristes? C'est là où tout en est arrivé. Et pour vous le montrer, c'est absolument révélateur. Une de ces dames polonaises affirme que, en réalité, ce sont Hitler et Staline qui ont déclenché la Seconde Guerre mondiale. Elle parlait en Pologne et le public a réagi par des huées et des « Mais de quoi parlez-vous » C'est une politicienne. La haine est telle que même les médias polonais, traduction automatique à propos de ce qu'on aime raconter, comme ce torchon appelé Der Spiegel, disent « Oh oui, regardez, on a les drones ». Et la Pologne, évidemment, a joué la carte de l'hystérie. C'était un faux drapeau. Ils ont même cité Sikorski, rien que ça, le Maridan. Applebaum, un vieux roublard, et fondamentalement, elle est peu instruite, mais passe pour une historienne. Lui a admis que ces drones n'avaient probablement pas d'explosifs, donc ils ont très probablement été apportés là-bas. Et si vous regardez la fameuse photo d'un des drones qui a atterri dans un poulailler, comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais même Sikorski l'a reconnu. Donc, devinez quoi? Vassilenko a également détruit toutes ces spéculations au Conseil de sécurité. Et voyez-vous, un journal polonais en parle aussi, traduction automatique, Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie dément, et les politiciens polonais sont incapables de donner une réponse factuelle. Bien sûr, ils ne peuvent pas répondre factuellement, parce que, de toute évidence, c'était un faux drapeau, une tentative désespérée d'impliquer les États-Unis. Maintenant, cela n'aurait pu être pas changé grand-chose de toute façon. Et du coup, nous avons cette situation. Tout s'est déroulé non pas avec fracas, mais dans un vague. Et nous avons ce Kellogg corrompu, dont la famille est directement impliquée dans le soutien et profite de ce régime terroriste à Kiev. On le présente comme le meilleur en matière de défense aérienne. Allègrement, si on dit qu'il vient à Kiev, d'une manière ou d'une autre, les Russes cesseraient d'attaquer Kiev. Quelle foutaise totale. Ils ont même entraîné dans cette affaire, cet idiot, la paillasson Prince Harry. Que puis-je dire? Ils ont tous leur chihuahua autour, et toutes sortes de pays insignifiants comme le Danemark, et sans parler des États baltes complètement fous. Oh oui, si c'est le mieux qu'ils peuvent faire, oui, c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Et la Pologne a encore nié aujourd'hui qu'elle envoie des troupes. Il en va de même en réalité pour le Congrès. Le président de la Chambre, Johnson, a déclaré qu'il n'y aurait pas de sanctions contre la Russie par le Congrès sans coordination avec Trump. Monsieur Trump sait ce qui se passerait s'il voulait imposer des sanctions. Les États-Unis perdent beaucoup de bonnes occasions pour au moins éviter un atterrissage catastrophique. Ou, ce qui signifie effectuer un atterrissage difficile et survivre. Mais vous savez quoi? Que puis-je dire? Essayez d'expliquer ça à un type du Pentagone, de la CIA ou du Congrès. Ils ne comprendront pas, ils n'ont aucune idée. Résultat, nous avons une conférence de presse de M. Rutte. Le type n'a évidemment aucun bagage militaire, rien. Il n'est qu'un costume vide. Il est, vous savez quoi, un avatar. Les États-Unis l'ont mis là et il fait semblant d'être secrétaire général de l'OTAN. Mais en réalité, les Russes mènent leurs exercices stratégiques Zapad 2025 et, par exemple, la flotte du Nord est sortie et, comme vous pouvez le voir vous-même, la frégate de l'amiral. Gorshkov fait ce qu'elle fait. Il tire essentiellement des missiles hypersoniques, Zircon, 3M, 22, comme vous pouvez le constater. Vous voyez immédiatement que c'est pas un missile de croisière ordinaire, il accélère énormément. Habituellement, il monte à une altitude entre 20 et 25 km et accélère jusqu'à environ Mach 10, parfois 11. C'est la version précédente du Zircon. Et il peut atteindre une portée allant jusqu'à 1500 km.
Dans ce cas précis, le ciblage a été assuré par l'avion Tu-142, le Our, célèbre, converti et doté d'un puissant radar sous le ventre. Et oui, ils ont touché la cible, mobile, qui plus est, classique. L'utilisation régulière de ces armes hypersoniques n'est pas quotidienne, mais c'est bien routine. Voilà ce que M. Rutte ne comprend pas. Et c'est pas tout. Lors de sa conférence de presse, il a encore montré toute sa stupidité et son incapacité à réfléchir, et il se contente d'utiliser ce que l'OTAN peut faire, à savoir la sémantique, les mots. Il déclare que les derniers missiles russes, lorsqu'ils seront lancés, descendront à 5 fois la vitesse du son. Non, ils descendent bien plus vite que 5 fois la vitesse du son. Et ils mettront 5 à 10 minutes de plus pour atteindre Madrid ou Londres que pour atteindre Tallinn ou Vienne. Sur ce plan, convenons que dans l'alliance de 32 pays, nous vivons tous sur le flanc est. C'était sa réponse il y a 2 jours à un type d'une société de radiodiffusion finlandaise paranoïaque. Ces journalistes sont très peu professionnels. Il n'y a aucun vrai journaliste dans les médias occidentaux. Monsieur Rutte commence à expliquer « Oh oui, les hypersoniques. J'ai une info pour lui, ce ne sont pas les derniers modèles. Vous pouvez consulter mon blog, j'en ai parlé. Ce ne sont pas seulement les derniers missiles. » Les Russes ont toujours eu, depuis les années 60, l'Union soviétique disposait de toutes les capacités pour anéantir l'Europe, et ils ne faisaient rien. Cela implique que ces périodes comptent. Non, ça n'a aucune importance. Voilà la réalité. L'OTAN a-t-elle, elle, une défense antimissile viable? Non. Tout ce qu'ils ont est faux. Des systèmes médiocres comme le THAAD, le SM-2, le SM-3, ils ne peuvent pas intercepter les armes hypersoniques. Point final. Et nous avons vu, vous l'avez vu vous-même, que l'efficacité réelle de ces systèmes était d'environ 35% contre des missiles moins avancés que les Iraniens ou les Russes. Personne n'a rien comparable aux 3 M22 Zircon, à part être l'Inde avec l'aide de la Russie via le projet conjoint BrahMos dérivé de l'Onyx 8. Et le BrahMos indien est une arme terrifiante. Et ces gens prétendent d'abord qu'ils n'ont même pas compris les chiffres qu'ils présentent. Dans leur tableau, la plupart sont faux. Quand vous expliquez cela à ces personnes, c'est terminé, ça n'a plus d'importance. Veulent-ils créer une défense antimissile capable de contrer les armes hypersoniques? Ils ne peuvent pas. Alors ils font ce qu'ils font toujours, relations publiques. Oui, tout le monde a des armes hypersoniques. Non, il n'y a qu'un seul pays au monde qui possède le 3M22 Zircon. Et encore une fois, je le rappelle, même avec un seul missile à 1500 km de portée, essayez de le contrer, encore moins quand ils arrivent en salve. Et vous savez ce que cela signifie? Vous êtes mort. Point final. Rien à faire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous le pouvez, soutenez-moi sur Patreon ou offrez-moi un café. Cela me permettra de continuer mon travail. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes merveilleux mécènes. Je sais qui vous êtes. Parfois, je n'ai pas le temps ou l'énergie de répondre à chacun, mais merci beaucoup. Passez un excellent reste de week-end et je vous parlerai plus tard. Au revoir.